avez pris très récemment. Donc il y a eu 2 déraillements de trains avec des substances dangereuses ces 15 derniers jours et vous avez porté plainte d'ailleurs contre l'État. Mais moi ce qui m'étonne, c'est qu'on vous entend uniquement en période électorale sur cette question. Vous n'avez pas porté plainte avant et on vous entendait très peu sur ce sujet auparavant. Pourquoi ? Vous avez mal cherché. Ça fait 2 ans que j'étais tout seul, en l'occurrence, à expliquer, parce que j'avais eu une fuite des services de l'État qui montrait le danger que courait la population. C'est pas moi d'ailleurs qui dis qu'il y a un danger. Bontin qui a écrit un article là-dessus, c'est pas moi qui dis ça, c'est l'État qui le fait dans une étude de danger. Et pourquoi porter plainte que maintenant ? Eh bien attendez, je vais vous expliquer. L'État gardait ça au secret, a publié ça en avril 2013. On est, 8 mois après. J'ai demandé une étude, une contre-expertise de l'étude de danger qu'il faisait, qui montre d'ailleurs que c'est plus grave que ce qu'il nous raconte. D'accord ? Et à partir de cette étude, j'ai demandé à l'avocat de la ville de préparer une plainte qui permette effectivement de mettre devant leur responsabilité le préfet, le ministre des Transports et tous ceux qui ont participé à minorer ce danger. Je me suis battu il y a 2 ans. Aucun des élus du coin, à l'exception du maire du Bourget, ne croyait ce que je racontais. On me disait mais non, vous inquiétez pas, etc. Tout le monde était content. Et quand maintenant les mesures de l'État arrivent, qu'on n'a plus le droit de construire, qu'on ne peut pas revendre en réalité les biens parce qu'ils se sont dépréciés, qu'il y a des alertes 2 fois en 15 jours sur la gare de triage, même la population. Je vais vous raconter une anecdote, juste une anecdote. Je peux vous ramener tous les journaux municipaux et les articles du Parisien, sauf qu'à l'époque, ça n'intéressait personne. Le 28 juin 2013, vous avez été innocenté par le tribunal de Paris concernant un procès pour diffamation contre Hugo Portier-Thomassin. Donc vous avez été innocenté par le tribunal, mais votre association a néanmoins reversé plus de 51 000 euros à votre mairie. Alors quel est le lien ? Aucun. La condamnation dont vous faites état, c'est un truc qui en réalité date même d'avant moi. Ça a été démontré à l'époque, depuis 1997 je crois, donc avant que je sois maire, les services municipaux commandaient des tentes, des tables et des chaises sur des sociétés, et en fait c'était pas regroupé au même endroit, donc ils n'ont pas fait de marché public. Et donc, comme je suis le maire, je suis responsable de ce qui se passe, et la justice, considérant la situation, m'a demandé de payer une amende de 5 000 euros. Grosso modo, pour faire simple, même si ça va coûter 5 000 euros accessoirement, grosso modo... Vous avez plaidé coupable, c'est ça ? Oui, j'ai plaidé coupable. Je suis responsable dans toute cette cause. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Les services faisaient... Vous croyez que je m'occupe de la location des tables et des chaises à la ville de Drancy ? Simplement, on faisait une bêtise, c'était mal organisé, et comme c'est moi qui suis responsable de l'organisation, c'était à moi de l'assumer. Voilà la condamnation. Pour ce qui concerne le fait d'être innocenté, non. Monsieur Portier-Thomassin, le fils du maire de Bondy, était en train de m'accuser d'avoir effectivement commis une infraction au code des marchés publics dans la construction d'une tribune. J'ai été totalement innocenté. Il a même été condamné en diffamation. Il se pourvoit maintenant en cassation. Troisième sujet sur l'association, ça n'a strictement rien à voir. Cette association, la justice lui a demandé de rembourser, elle a accepté de rembourser. D'accord ? Mais 51 712 euros, c'est quand même une somme énorme. Pardon ? 51 712 euros. Parce qu'ils ont cumulé 5 ans de mise à disposition de matériel. 5 ans. D'accord ? Je vous ferai remarquer que des associations de toute nature d'ailleurs bénéficient de subventions et d'aides matérielles. Celles-ci n'avaient jamais eu la moindre subvention. Jonathan. Arrêtez-moi si je me trompe, mais il me semble que l'UDI est un parti indépendant, que ce n'est pas une branche de l'UMP. Et j'ai l'impression que, notamment sur la place de la France dans le monde, on entend beaucoup de critiques de l'UDI depuis que François Hollande est président de la République, qu'on n'entendait pas du tout quand Nicolas Sarkozy était au pouvoir. Est-ce que c'était Nicolas Sarkozy qui vous demandait d'être pas trop critique, ou est-ce que simplement vous avez découvert il y a 1 an que la France n'avait plus sa place magnifique dans le monde ? Vous avez une façon de poser la question qui est assez curieuse. Arrêtez-moi si je me trompe. Si l'UDI était, vous savez très bien que c'est un parti indépendant politiquement, financièrement, qui a ses groupes parlementaires et son expression propre. Donc le si, c'est déjà introduire, pardon, quand même. Deuxièmement, non. L'UDI, n'existait pas. 2, vous vous adressez à la plus mauvaise personne. Si je peux me permettre, vous vous adressez à la plus mauvaise personne pour ça. Je n'ai pas appelé à voter Nicolas Sarkozy en 2007, je suis le seul. Effectivement, aujourd'hui, la France, est-ce que c'est encore le pays qui pourrait donner des leçons au monde entier ? Est-ce que c'est encore une grande puissance ? Ça l'est plus depuis longtemps. La vérité, c'est que le reste du monde commence à se foutre de nous, pas parce qu'on aurait tel ou tel défaut ou telle caricature, parce qu'on n'est pas capable de regarder nos propres difficultés. Et qu'on n'est pas capable de s'occuper de sa propre banlieue. Parce que tout à l'heure, ce que vous avez dit, c'était intéressant. Vous avez dit tout le monde s'en fout. Mais ce qui s'est passé en 2005, c'est que tout le monde s'en foutait de la banlieue, et la banlieue, elle a explosé. Et le Bondy Blog est né. Et ça continue. Oui, mais on ne peut pas s'en foutre de la banlieue. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, mais c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit, et tout le monde s'en fout. Mais dans ce cas-là. L'image de la France souffre
souffre énormément de par les difficultés générées dans les banlieues. Elle souffre. Mais la Seine-Saint-Denis, c'est un département jeune, on ne peut pas s'en foutre, monsieur Lagarde. C'est pas moi qui m'en fous. Non, ils s'en foutent pas. Oui, mais non, mais je veux bien vous croire. Mais tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui était important quand même. Je vous dis que quand vous voulez parler de ça sur un grand média national, etc., c'est pas intéressant. Voilà ce qui vous est répondu. C'est pas le sujet qui excite du moment. Voilà. Jamais, c'est jamais le moment. Il faut mettre des bonnets rouges alors. Sauf quand ça pète. Sauf quand ça pète. Et à ce moment-là, vous vous retrouvez avec les deux excès. L'excès de celui qui pète les plombs et l'excès de celui qui veut absolument lui taper sur la tête. Personne ne se posant la question du pourquoi, au départ, ça explose. Sincèrement, Jean-Christophe Lagarde, on a plutôt le sentiment que la Seine-Saint-Denis n'est pas représentée, qu'il n'y a pas une unité, en tout cas il n'y a pas ce que disait tout à l'heure Jonathan, c'est-à-dire une façon de transcender finalement les clivages politiques au service de la réalité de ce département. Sur ce point, si je peux me permettre, vous vous trompez, parce que moi ça a été ma principale découverte en devenant maire, c'est qu'en réalité, quand on a des difficultés, des dossiers à gérer, etc., entre les élus de différents mouvements politiques... Oui, c'était le cas avec Claude Dillin et Éric Raoult, par exemple, qui étaient deux bords opposés qui se regroupaient assez facilement, honnêtement, pour défendre les mêmes choses. Mais pour le faire entendre en dehors de la Seine-Saint-Denis, en dehors des administrations, vous vous heurtez à une démocratie médiatique qui est plus médiatique que démocratique, c'est-à-dire qui ne traite jamais les sujets, qui s'attache aux apparences et jamais au fond.